Ouais, bien. Donc, nous voilà de retour pour la deuxième présentation. Donc, il y a un petit temps de setup à chaque fois, parce qu'il faut que les gens sortent et entrent pour éviter de participer à la propagation de la pandémie. Donc, pour la deuxième présentation, on va recevoir des membres de chez. Alors, c'est Floa Telio, c'est ça Alors, j'ai les deux. Bah, peut-être vous Tout nous à fait, on expliquerez va préciser ça. Vous nous préciserez ça. Et donc, nous allons écouter François Lenovel, Amélie Vollier et Maxime Andrieux autour de la thématique accélérer sa mutation data-centric, un soupçon de cloud, une data platform et beaucoup d'organisation. Bravo, ça a été bien dit. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans des circonstances certes un peu particulières, mais on se retrouve quand même pour vous parler un peu de ce projet d'envergure data qu'a initié Floa avec l'aide de Telio. Et on n'a pas la prétention de vous décrire toutes les étapes en détail, mais de vous donner quelques éléments marquants qui puissent vous éclairer aussi si vous souhaitiez initier une telle démarche. On va se présenter d'abord rapidement. Donc moi, François, je suis chez Floa depuis mars 2018 et j'occupe aujourd'hui le poste de responsable de l'équipe projet data et aussi de la stratégie data. Amélie, je te laisse te présenter. Merci. Donc bonjour, je suis Amélie Vollier, donc je suis consultant manager chez Telio, notamment en charge des offres acculturation data et conduite du changement. Et j'ai accompagné Floa dans cette transformation sur le volet conduite du changement. Et bonjour, donc moi c'est Maxime Andrieux, je suis chef de projet data chez Telio et ça fait 1 an là, que je suis en mission chez Floa pour ce même rôle. Bon, on va présenter rapidement notre activité. Donc Floa aujourd'hui c'est un leader sur le marché des moyens de paiement et du financement de la consommation des Français. On a plus de 3 millions de clients. On fait 2 milliards de crédits financés, on a 150 partenaires aussi avec qui on travaille, alors des partenaires locaux que vous connaissez bien comme Cdiscount, puis aussi des entreprises importantes dans le domaine du voyage comme Pierre et Vacances. Voilà, donc on travaille à peu près sur tous les marchés. Cette marque, elle se décline principalement en 2 offres. Une offre B2C à destination de nos clients qui on propose vraiment de faciliter leur quotidien et leur consommation par l'intermédiaire de cartes, de solutions de financement et d'assurance. On a aussi un pendant B2B qui s'appelle FloaPay et qui nous permet d'aider nos partenaires, donc plus de 150 partenaires, à proposer une expérience plus agréable pour leurs clients en étalant les paiements plusieurs fois. Voilà, l'idée c'est vraiment de faciliter le paiement de façon tout à fait transparente et d'aider les consommateurs à pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent. Quant à nous, Telio, qui sommes-nous? Une société de conseil et d'intégration technique spécialisée dans la donnée. Donc, on intervient sur l'intégralité de la chaîne de valeur de la donnée, comme vous pouvez le voir sur le slide, voilà, du cadrage de la stratégie data jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle. Donc, au départ, Telio, c'est une société qui a été fondée à Bordeaux il y a presque 10 ans maintenant, qui adressait essentiellement les sujets de BI. Et puis progressivement, son fondateur, Alexandre Moine, s'est rendu compte que la data, c'était surtout un triptyque vraiment people, process et technologie, et a donc fait évoluer l'offre en ce sens. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ce positionnement vraiment de pure player de la data pour nous développer. On a récemment ouvert une agence à Lyon et à Nantes. Je te rends la parole, François. Merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on se lance dans ce genre de projet, évidemment, c'est pour quelles raisons? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Dans un premier temps, il y a toujours des attentes fortes de la part de la direction. Certaines seront partagées avec vous, d'autres peut-être seront plus propres à Floa. La première chez nous, vraiment celle qui nous préoccupait le plus, c'était d'internaliser l'ensemble du patrimoine de data et donc de retrouver notre souveraineté. On avait, pour des raisons historiques, délégué une partie de nos scores, de nos bases de données, de nos reporting à des tiers. Et ce qu'on souhaitait, c'était se réapproprier tout ce savoir, toute cette connaissance. Évidemment, il y avait des enjeux ensuite qui étaient liés, qui étaient attendus par nos décideurs, qui étaient centralisés, de préparer et de partager la donnée, évidemment de la gouverner. Derrière, le but, c'est de réduire les temps de time to market de tous les usages décisionnels, pour que les métiers puissent se consacrer à ce à quoi ils ont le plus de valeur ajoutée. Ça, ce sont des sujets très opérationnels, je pense que tout le monde les partage. On a 2 autres aspects qui sont peut-être plus culturels. Le premier, c'est d'encourager le développement de nouveaux usages. Il ne faut pas se contenter de répondre aux usages classiques de la BI. On peut aussi innover dans la façon d'utiliser les données. Et le dernier, qui est sensible, c'est d'accompagner l'ensemble des équipes. Il faut insuffler une culture data. Il faut vraiment emmener l'ensemble des collaborateurs à intégrer cette démarche. L'objectif final, c'est de faire de la data et de ses usages
un atout stratégique, un atout différenciant par rapport à la concurrence, mais aussi pour mieux répondre à nos utilisateurs et à nos clients. Une fois qu'on a ces objectifs, on essaie de voir où on se situe. Alors, c'est un constat qui était valable pour Floa, mais qui peut-être est valable aussi pour d'autres. On était dans une situation que moi je décris comme process-centrique, c'est-à-dire qu'on avait des silos décisionnels, des silos applicatifs, qui généraient leurs propres données et qui ne voyaient pas forcément les données générées par d'autres. Je vous l'ai dit, il y avait des usages qui étaient externalisés, chacun faisait un petit peu à sa sauce. Là où on souhaitait aller, et c'est un peu la définition de cette mutation data-centrique, c'est aller vers une situation data-centrique, information-centrique, où toutes les données sont en fait passées au centre du dispositif, et les applicatifs décisionnels, notamment, viennent piocher dedans pour s'alimenter, et peuvent, en retour, évidemment, les alimenter avec de nouvelles données. Un exemple concret de cette situation process-centrique, c'est que vous pouviez avoir chez nous un champ client qui était présenté de 6 façons différentes, avec 6 noms différents, des longueurs de stockage différentes. Bref, je m'arrête là, mais ça veut dire que pour les gens qui font des usages data classiques, c'est assez pénible en termes de jointure, il faut toujours retravailler ces choses. Ensuite, il y a une démarche. On voit à peu près où on se situe et on va essayer de se dire comment est-ce qu'on s'organise pour aller là où on veut aller. Pour bien définir la cible, il faut qu'on identifie nos cas d'usage. Alors je l'ai dit, il faut répondre à des usages existants et il faut aussi essayer de se projeter sur des usages futurs. Ensuite, on va évidemment confronter ces besoins avec les solutions du marché. On a plusieurs facteurs, plusieurs critères de décision, j'y reviendrai plus tard, pour pouvoir les choisir efficacement. Une fois qu'on a fait ce travail, on co-construit, donc on valide ensemble avec les utilisateurs et avec les décideurs la plateforme et les outils qu'on veut utiliser. Et on peut basculer sur des aspects plus opérationnels, comme vraiment le déploiement de la plateforme data. Alors évidemment, il y a aussi une part, quand on se lance dans ce genre de projet, de politique, entre guillemets, il faut convaincre de l'intérêt d'un tel projet, parce que c'est cher, c'est des projets d'envergure et c'est vaste. Et donc on essaye toujours d'apporter un peu de valeur ajoutée tout le temps au fil de la vie du projet. Je vous donne un petit exemple qu'on avait fait, qui prend très peu de temps et qui est très efficace pour ça. C'était un reporting de suivi des appels à l'outil de détection de fraude chez nous. On avait un reporting existant, on avait mis 3 jours pour le développer, on répondait à 30% des besoins du métier, qui était donc évidemment pas très satisfait, une expérience difficile, certains s'en rappellent peut-être. Et avec notre outil cible, en 1h15, on avait développé un outil qui répondait à 100% du périmètre, voire même qui proposait des choses interactives qui n'existaient pas auparavant. Et on avait évidemment une expérience utilisateur nettement plus confortable, nettement plus agréable. Et on a comme ça, au fil de ce projet, gagné aussi la confiance des utilisateurs et pu avancer plus sereinement. Ensuite, il y a évidemment un aspect architecture qui s'articule autour de problématiques très fonctionnelles, les besoins, les usages, mais aussi de problématiques techniques. Initialement, on va d'abord dessiner ce dont on a besoin. On a besoin de pouvoir récupérer toutes nos sources de données. On sait à peu près ce qu'on veut en faire. On a des usages data science, on a des usages data viz, on a des usages self-service BI. On a, nous, un prérequis qui est de construire ça dans le cloud, dans Azure. C'est une chance incroyable pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, à des coûts maîtrisés, de pouvoir déployer ce genre d'infrastructure. Ce n'était pas envisageable il y a une dizaine d'années. Ça nous permet évidemment aussi de nous raccorder à notre DSI, qui est un des projets de rapatriement des parcours sur Azure, et donc d'être cohérent dans une démarche d'entreprise. Ensuite, on rentre sur un design plus back-office, du traitement des flux de données, assez classique. Quand vous le regardez comme ça, on a besoin d'un ETL, on souhaitait avoir un data lake, et ensuite un data warehouse. Ça, on a designé cette plateforme comme ça. Est-ce que c'est celle qu'on va avoir en cible ? Il peut y avoir potentiellement quelques modifications. J'oublie évidemment le souhait d'une brique. On souhaitait avoir aussi une brique de data governance. Maintenant, passons à ça, c'est vraiment le design initial. Qu'est-ce qu'on veut avoir en cible ? Au niveau de la partie back-office, on avait raté le blob storage qui était notre garde de triage, et bien on l'a ajouté tout simplement, on a changé notre fusil d'épaule. Le data lake qu'on avait voulu mettre en amont du data warehouse, finalement, on en a créé un, mais on l'a conservé uniquement pour des usages type deep learning sur des données non structurées. Donc on a prévu des futurs usages, là, justement, qu'on n'a pas forcément encore. On a notre data warehouse en mode SaaS qui est Snowflake, et ces différentes sources de données peuvent nous permettre d'alimenter les différents outils à disposition des utilisateurs. Donc notre ETL qu'on a retenu, c'est Talent, je ne l'ai pas cité, j'y reviendrai un petit peu après. Donc au niveau des outils pour les utilisateurs, on a choisi Dataiku pour nos outils de data science, pour tout ce qui est modélisation de score et usage prédictif. Pour la data viz et la self-service BI et l'outil Tableau. Et pour la data gouvernance, Data Galaxy. Donc vous voyez, il y a quelques différences entre le design initial et finalement la plateforme finale que nous avons retenue. Par rapport aux critères de choix des outils, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils s'articulent autour de 3 axes principaux.
Le premier, c'est évidemment l'adéquation aux besoins, je pense que ça tout le monde le comprend. Le deuxième, c'est le coût, qui est quand même évidemment important. Mais le troisième qu'on peut parfois oublier, c'est aussi l'inscription de ces outils dans un écosystème local, avec des compétences locales et des partenaires, des intégrateurs présents sur le territoire où vous êtes. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on peut oublier et c'est quelque chose qui peut grandement vous aider, notamment quand vous passez après dans une phase de déploiement des usages qu'Amélie va vous présenter en parlant des aspects organisationnels. Merci François. Donc effectivement, ce projet de transformation s'est inscrit vraiment dans une volonté de faire évoluer l'organisation, comme l'a dit François auparavant, parce que finalement au démarrage du projet, la donnée à l'époque Banque Casino, c'était quoi? C'était 2 équipes d'experts dédiés, en fait, d'expertise dédiée, donc une équipe SID, une équipe BI, et des data analystes répartis au sein des métiers, donc avec les conséquences que vous pouvez peut-être connaître. Et donc, quand ce déploiement de la plateforme s'est opéré, il y a une véritable réflexion autour d'une nouvelle organisation pour finalement adresser du mieux possible ces cas d'usage. Et donc, il y a eu un chantier dédié à l'évolution, on va dire, de l'organisation, avec notamment la mise en place d'une organisation de transition. L'idée, c'était vraiment en fait d'identifier quels seraient les futurs rôles nécessaires pour finalement valoriser au mieux la donnée chez FLOA. Et commencer finalement à fluidifier et à faire mieux travailler les équipes ensemble pour justement atteindre ces objectifs de déploiement des cas d'usage. Donc on est passé par cette phase de transition, mais voilà, c'était vraiment qu'une phase de transition parce qu'aujourd'hui, la data chez FLOA, c'est une direction dédiée, véritablement. Donc voilà, ça s'est fait sur un horizon d'1 an et demi, 2 ans. Et donc aujourd'hui, cette direction, c'est un directeur de la data qui est membre du COMEX, ce qui traduit bien vraiment la volonté de FLOA d'inscrire la data dans ses priorités. C'est également 3 équipes, 3 pôles d'expertise en charge de gérer vraiment toute cette partie alimentation. Ouais, un petit souci de micro? Plus près? Ok. Pardon. Donc voilà, une première équipe, la Data Factory, en charge vraiment de tout ce qui va être industrialisation des flux. Une deuxième équipe, Data Science, que vous retrouverez cet après-midi avec Virginie et Vincent, en charge de tout ce qui va être score et modèles prédictifs. Et une troisième équipe, BI et Data Analytics, pour les cas d'usage associés. Et ce qui est peut-être un peu plus atypique, et qui est très intéressant, c'est l'existence vraiment d'une cellule stratégie et projet data, donc l'équipe de François, qui a vraiment ce rôle de tour de contrôle, vraiment pour fluidifier en fait les activités data, donc en priorisant les projets, gérant le backlog et finalement en améliorant tout ce qui va être TTM, quoi. C'était vraiment l'une des ambitions du projet et cette organisation a vraiment été designée pour y répondre. Donc là, on s'est parlé essentiellement vraiment d'organisation, mais finalement, cette organisation, sa mise en place, ce déploiement, ça s'est fait parallèlement à un programme, on va dire, de conduite du changement à proprement parler pour embarquer les futurs utilisateurs de la plateforme et plus globalement, on va dire, toutes les équipes chez FLOA. Donc c'était une ambition du programme, je ne vais pas revenir là-dessus, ça vous a été présenté par François. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette ambition, elle a vraiment été finalement gérée par une équipe projet dédiée, en fait, et donc un projet dans le programme de transformation avec un groupe de travail dédié multicompétences qui travaillait chaque semaine vraiment sur ces sujets. Donc on a appliqué les recettes classiques de la conduite du changement en identifiant finalement des populations à faire évoluer et des objectifs à atteindre. Voilà, jusque vraiment à l'intégralité de l'entreprise. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier dans ces sujets d'acculturation. Et on a activé différents leviers, donc des leviers classiques, comme peuvent être la formation ou la communication. Mais aussi, on s'est aussi inscrit vraiment dans le contexte FLOA, avec par exemple des initiatives dédiées au recrutement et l'onboarding des nouveaux collaborateurs, puisque FLOA est une société vraiment en forte croissance. Donc, de façon très pratico-pratique, comment ça s'est traduit? Tout simplement par la déclinaison d'un plan d'action sur les leviers que je vous ai exposés et les cibles. Alors, évidemment, avec des initiatives de formation, de façon assez classique, sous des formats différents. Aujourd'hui, pas moins de 70 collaborateurs ont été formés à l'outil de data visualisation de tableau.
des initiatives aussi sur tout ce qui va être recrutement et onboarding, avec par exemple des séquences de sensibilisation aux enjeux du programme data par le CDO, nouveaux arrivants. Des actions aussi de vulgarisation, on va dire, de la data pour tous les employés de l'entreprise, mais aussi l'animation de communautés d'experts, par exemple via des chaînes Slack pour développer finalement la collaboration et le partage d'expertise. Et quelque chose qui est peut-être un petit peu moins classique pour le coup, c'est des séquences dédiées vraiment à tout ce qui va être fluidification des processus et organisation, avec par exemple la mise en place d'un plateau projet pour réunir les équipes, car à l'époque, voilà, les différents acteurs de la data n'étaient pas forcément sur le même site. Donc voilà, c'était vraiment un moyen de fluidifier en fait la collaboration entre tous les acteurs. Donc voilà, c'était vraiment très pratico-pratique et c'est ce qui fonctionne. Et justement, voilà, si on regarde un petit peu ce qu'on a pu mettre en place et qu'on retient les facteurs clés de succès pour s'orienter vers ce modèle data-centrique, bon, on ne va pas tout vous décrire, mais si on met vraiment le focus sur ce qui est important de notre point de vue, c'est tout d'abord le fait que cette évolution d'organisation, elle doit se faire de façon vraiment progressive. En fait, c'est une évolution et non pas une révolution. Voilà, on parle de personnes à faire évoluer dans un cadre. Et voilà, ça, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut les accompagner et y aller de façon pas à pas. Ce qui est important aussi, dans ce plan de conduite du changement, ça a vraiment été de mobiliser une task force représentative de tous les acteurs de l'entreprise, en impliquant les métiers, la DSI, les équipes data, mais aussi la DRH, la direction des ressources humaines, qui contribuait vraiment chaque semaine au groupe de travail, ce qui a vraiment permis d'accélérer toutes les initiatives et de les légitimer. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment d'impliquer aussi les métiers, utilisateurs de la data, qui voient sa valeur au quotidien dans les actions de communication relatives au programme de transformation. Voilà, ils seront toujours plus légitimes, j'ai envie de dire, que les experts de la data qui œuvrent au quotidien pour produire les cas d'usage, mais qui ne sont pas forcément les utilisateurs. Voilà pour ces facteurs clés de succès. Je vais laisser la parole à Maxime qui va rentrer plus en détail sur vraiment un cas d'usage en lien avec l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Ouais. Merci Amélie. Hop. Donc ouais, pour illustrer un peu tout ce qui vient d'être présenté là par François et Amélie, moi je vais vous présenter un cas concret en fait d'un besoin qu'on a eu, c'était en mai 2020, et donc qui a été exprimé par le département marketing de Floa. Et leur besoin en fait c'était de pouvoir suivre l'impact du Covid-19 sur l'activité des transactions cartes, et notamment quels sont les secteurs d'activité qui ont été plus ou moins impactés par le Covid-19. Et donc ce besoin-là, et en fait l'ensemble des besoins data exprimés par le métier, pour pouvoir les gérer, on a mis en place un portail sur Jira via le module Jira Service Desk, et qui va permettre du coup de centraliser l'ensemble de ces besoins-là. Auparavant, en fait, on recevait des besoins par mail, par Skype, lors des réunions. Là, au moins, on a un seul point d'entrée avec l'ensemble des besoins qui sont exprimés envers la data. Le deuxième avantage à ce portail-là, c'est que nous, déjà, nous, on va pouvoir s'organiser de manière plus efficace, mais aussi, ça va permettre au métier de pouvoir suivre l'état d'avancement du traitement de son besoin. Et ça permet aussi de mettre en place une sorte de canal préférentiel de communication entre le métier et la data. Donc une fois que le métier a exprimé son besoin, donc il y a l'équipe projet data justement dans la direction data qui va qualifier ce besoin, qui va réaliser un macro cadrage, et ça va être toujours fait dans Jira, hein, et aussi à l'aide de Confluence qui est l'outil documentaire. Et une fois que ce besoin aura été qualifié, en fait il va être dispatché dans une ou plusieurs équipes opérationnelles data, toujours dans Jira. En fait, c'est des tickets qui vont être créés et qui vont être placés dans le backlog de chacune de ces équipes-là. Là, en l'occurrence, pour le besoin du suivi de l'impact du Covid-19, c'est l'équipe du coup Data Analytics qui s'est occupée de créer un tableau de bord pour pouvoir répondre à ce besoin-là. La dernière étape, c'est du coup pour montrer qu'il y a toujours ce lien de communication entre le métier et les équipes opérationnelles data, toujours via ce portail-là. Les équipes vont pouvoir communiquer, poser des questions au métier, et comme je disais tout à l'heure, le métier va pouvoir suivre l'état d'avancement de son besoin.
Pour aller encore un petit peu plus loin, je vais vous présenter le tableau de bord en question. Donc ici, on se trouve en fait sur la plateforme Tableau, donc de notre outil DataVis, qui est accessible via le navigateur et qui est pour tous les employés de Floa qui est accessible. Vous voyez qu'on a découpé les tableaux de bord, les catégorisés par univers produit. Déjà du coup pour l'organisation, mais aussi pour la gestion des droits d'accès aux différents tableaux de bord. Donc là, on va aller ouvrir le tableau de bord en question hein, sur l'impact du Covid-19. Voilà, déjà donc quand on ouvre le tableau de bord, on voit qu'en haut on a la bannière d'entreprise. On a essayé de mettre ça en place pour harmoniser l'ensemble des tableaux de bord. On a sur la droite en haut la date de dernière actualisation des données. On a une infobulle qui permet de donner une description, le responsable fonctionnel, le responsable technique de ce tableau de bord-là. Et après, quand on regarde donc, les graphiques qui sont en dessous, là on a l'évolution du nombre de transactions cartes dans le temps. On a zoomé sur une période en particulier, hein, c'est l'arrivée de l'impact, de l'arrivée du Covid en 2020. Et on voit du coup l'impact sur le nombre de transactions du Covid. Et donc on a essayé de mettre en parallèle tous les événements d'actualité. Donc il y a la fermeture des écoles, le confinement, la prolongation du confinement. Et après on voit que sur mai, en fait, on reprend une activité plutôt normale. Là, c'est pour vous montrer que sur Tableau, il y a donc une interactivité, on peut switcher d'un indicateur à l'autre. Et sur le graphique d'en dessous, on a la même chose, hein, sauf que cette fois-ci, on l'éclate par secteur d'activité. Donc on a les magasins de vêtements, la restauration et le transport aérien. Et on voit du coup avec l'arrivée du Covid, l'impact fort qu'a eu le Covid sur ces secteurs. Mais au contraire, si on rajoute par exemple le secteur des biens digitaux, donc ce sont les jeux vidéo, les applications, avant on voit qu'on était plutôt aux alentours de 2800 transactions, mais à partir du moment où on était confiné, on était plutôt aux alentours de 4000, 3600 transactions. Donc on voit que ce secteur-là a plutôt profité au moment du confinement. Et une des finalités de ce tableau de bord-là, en fait, c'est que Floa a été sollicité par les médias pour communiquer justement sur l'impact du Covid-19 sur les secteurs d'activité. Et donc, il y a eu en fait un article là, sur BFM qui a présenté justement l'impact et qui s'est vraiment sourcé sur les données de ce tableau de bord-là. Là, je vais me mettre en situation de l'utilisateur de ce tableau de bord-là et je me pose la question, tiens, l'indicateur montant des transactions, j'aimerais bien savoir un petit peu plus comment on le calcule, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton qui me permet d'accéder à l'outil de data gouvernance qui s'appelle Data Galaxy. Et sur Data Galaxy, je vais retrouver la carte d'identité de mon tableau de bord avec la description, le lien pour y accéder, le responsable fonctionnel, le responsable technique. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir les utilisations. Donc là, je vais avoir la liste de tous les indicateurs de ce tableau de bord-là, et notamment donc, le montant des transactions. Et je vais pouvoir voir la petite fiche technique de mon indicateur. Je vois que du coup, le montant d'interaction, c'est sur tous les types de paiements, il est exprimé en millions d'euros, et j'ai même la formule technique d'alimentation de cet indicateur. Le deuxième exemple, là cette fois je vais être dans la peau d'un créateur de tableau de bord à qui on demande une évolution, de rajouter un nouvel axe d'analyse qui serait le type carte. Et donc sur Data Galaxy, je vais voir en fait depuis mon tableau de bord qui se trouve sur la droite, toute la chaîne d'alimentation de mon tableau de bord, toutes les tables en fait par lesquelles passent les données, que ce soit le data mart, le data warehouse et même les tables sources. Et du coup, moi je veux savoir le type carte, où est-ce que je vais pouvoir le trouver pour l'ajouter à mon tableau de bord. Je vais pouvoir taper donc type carte dans Data Galaxy et tiens, je vais voir, tiens, il est en fait dans la table fait transaction. Je vois que fait transaction, elle est bien dans ma chaîne d'alimentation. Il va falloir que je rajoute ce champ-là dans le data mart, puis dans le tableau de bord pour ajouter cet axe d'alimentation. Donc là, via cet exemple concret là, du Covid-19, on a vu donc toute la partie gestion des besoins via Jira, la partie restitution des données avec Tableau et la partie data gouvernance avec Data Galaxy. Et je te laisse du coup François pour conclure cette présentation. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Alors, ça dépend si j'ai vu qu'il y a des questions sur le chat de YouTube, donc je précise aussi à ceux qui nous regardent, si vous êtes sur YouTube, vous êtes connecté, vous pouvez poser des questions.
Donc peut-être dans votre conclusion, vous pouvez en profiter pour répondre. Il y a des questions assez un peu générales sur le temps qu'a pris ce projet-là, parce que c'était pas tout à fait clair. C'était prévu ça. Ah, ok. Et sur combien de ressources impliquées, avec quel profil dans l'animation de la task force? D'accord. Bon, déjà, je profite juste pour vous dire qu'on est ravis côté Floa. On a 2 présentations aujourd'hui. La seconde est à 14h30 avec Virginie et Vincent, qui vous présenteront le challenge permanent des modèles prédictifs. Je vous invite à y assister. Alors effectivement, j'avais prévu en conclusion déjà de remercier les équipes d'Aquitaine de nous avoir reçus, et aussi Telio pour leur accompagnement sur ce projet. Et justement d'inscrire un peu une temporalité par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Là, ce qu'on vous a présenté, ça s'est déployé sur un horizon 2 ans. 2019, on idéalise, on design un peu une plateforme, on la déploie techniquement avec un accompagnement spécifique. Ça, c'est une task force déjà spécifique et assez restreinte. Là, je dirais, côté Floa, on peut être à vraiment un expert technique et après un cabinet qui intervient pour vous aider. Et ça s'est déroulé on va dire, sur le T1, T2 2019. Ensuite, on a commencé à peupler en données cet environnement, et là, on commence à avoir besoin du coup de former les équipes en place aux nouveaux outils. Donc là, à l'époque, on était encore une dizaine de personnes. D'accord ? Sur 2020, là, clairement, on accélère. On parlait d'accélérer cette mutation data-centrique. Là, on est sur une phase d'accélération. On commence vraiment à peupler de plus en plus la plateforme et à déployer de plus en plus les usages sur les nouvelles plateformes. Et aussi, on embarque du coup l'ensemble des utilisateurs. Là, on rentre plutôt à une vitesse de croisière autour je dirais, en mode task force vraiment dédié sur le déploiement. Encore une fois, nous, on n'a pas vraiment fonctionné comme ça. On a essayé l'équipe a grandi au fur et à mesure de l'avancement du projet parce qu'on délivrait aussi. On n'a pas eu un moment où on a arrêté de respirer, on a posé les stylos et on a fait que ça. Donc on est passé, par contre, la réalité, c'est qu'on est passé de 12 personnes environ à presque 40, 38, 36, 38 aujourd'hui. Donc ça vous donne quand même une idée du nombre de personnes aujourd'hui qui traitent des sujets data. Voilà, je ne peux pas répondre de façon très précise à cette question. Ce que je peux se dire, c'est qu'il a fallu évidemment augmenter la voilure avec des profils aussi bien data analyst, chef de projet, expert technique. Voilà, ce sont les 3 typologies, et data engineer et data scientist évidemment aussi. Ok, là on a déjà un petit peu dépassé, donc je sais pas si vous aviez... écoutez, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement c'est difficile de répondre aussi à chaud à toutes les questions. Si vous avez des questions, nous on sera ravis de partager avec vous a posteriori de la presse, donc vous n'hésitez pas, les coordonnées sont disponibles, on sera ravis d'échanger avec vous. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous. Donc tout à l'heure, il y a encore une présentation autour de votre 14h30. 14h30, et puis sûrement l'année prochaine, on vous reverra. Avec plaisir, on a encore plein de choses à faire. Merci beaucoup. Au revoir. Donc on se retrouve dans 2 minutes, le temps que la prochaine présentatrice s'installe. Merci.